Bienvenue si vous nous rejoignez pour ces conférences de l'immobilier réalisées au cœur de la ville de Pau, au centre de conférences et de séminaires le 19 Pau Centre, ou avec les 3 quotidiens du Béarn, La République, l'Éclair et Sud-Ouest. Nous avons le plaisir aujourd'hui de converser sur les grands enjeux liés au logement et l'immobilier en général. Éric Normand pour la rédaction de Pyrénées Presse, Romain Belli pour la rédaction de Sud-Ouest. Nous allons revenir sur les propos qui ont été tenus dans la table ronde précédente et sur les enseignements que l'on peut retenir de celle-ci, en zoomant plus particulièrement maintenant sur les besoins de logement sur Pau et l'agglomération, en compagnie des 4 invités présents ici même. Un Béarn qui, avec ses attraits, sa relative bonne santé économique, Éric Normand, semble séduire de plus en plus, mais il y a peut-être un revers à tout ça, de plus en plus difficile à ignorer, la crise du logement. C'est ce que vous écrivez dans l'introduction, dans l'édito du supplément paru il y a quelques heures maintenant et disponible également en format numérique dans les 3 quotidiens du Béarn. Cette situation particulière, il vous semble qu'il est intéressant de l'interroger sur l'agglomération Pau Béarn-Pyrénées au point de faire une table ronde sur ce sujet? Oui, l'agglomération Pau-Pyrénées, c'est 170 000 habitants, donc c'est une agglomération qui accueille chaque année des nouveaux habitants, hein, tout simplement. Donc il nous a en effet semblé, par rapport à ce qu'on entend, que ce soit dans nos cercles professionnels, personnels, de savoir un peu comment les différents acteurs du logement répondent à cette demande et à cette augmentation de la démographie. Romain Belli, au cours de la précédente table ronde qui est toujours disponible sur vos 2 sites, d'ailleurs sudouest.fr et La République des Pyrénées, les précédents intervenants ont insisté sur ce besoin de relancer l'offre et puis sur le besoin peut-être de maintenant s'adresser aussi aux politiques locaux sans attendre finalement le dénouement de situations internationales qui peut-être ne se dénoueront jamais d'ailleurs et de situations nationales pour lesquelles on voit bien qu'il y a également énormément d'interrogations. Oui, absolument. Il y a toujours de l'incertitude. Et en réalité, moi, je n'ai pas fait d'études de commerce, sinon je ne serais pas journaliste. Mais je crois que dans des situations de crise, ça crée aussi des opportunités. C'est ce qu'on retient aussi de la première table ronde. J'ai entendu les appels aux politiques nationaux, mais aussi aux politiques locaux. Et c'est aussi pour ça qu'avec Éric, on a voulu se concentrer sur Pau, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un petit changement de majorité à la ville et à l'agglomération. Et effectivement, de connaître les ambitions de la nouvelle équipe de politique aux commandes de Pau, ça va être plutôt intéressant pour le marché de l'immobilier. Alors qu'on faut bien cerner les besoins de logement sur Pau et l'agglomération. Isabelle Buron, vous êtes la directrice Habitat et Rénovation urbaine de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. Alors comme Romain Belli a parlé des nouveaux politiques, d'une nouvelle ère, il faut que je signale au préalable que vous faites partie des équipes dirigeantes, collaborateurs, collaboratrices. Vous étiez déjà en poste par le passé. 5040, c'est l'objectif de production de logements que s'est fixé l'agglomération d'ici 2031, avec un vote en juillet dernier d'un programme local de l'habitat, PLH, pour reprendre les initiales usitées. C'est le 4e, d'ailleurs, programme de ce type. C'est une stratégie immobilière, en réalité, qui pose les besoins pour les prochaines années, 6 prochaines années, concernant les 31 communes. Je vais vous poser une question d'abord toute simple. Est-ce que ce type de document, ce type de stratégie mise en place, votée au mois de juillet dernier, alors qu'il y a une nouvelle gouvernance, comme l'a très bien dit Romain Belli, est-ce que ça peut changer ou est-ce que c'est inscrit dans le marbre? Est-ce que le vote du mois de juillet, je vous pose une question très générale, vaut alors que nous sommes maintenant au mois de mai? Alors, juste pour corriger un tout petit peu, le programme local de l'habitat, il a été arrêté effectivement au mois de juillet, mais il a été adopté à l'unanimité en décembre, effectivement, de l'année dernière. Vous avez raison de compléter, tout à fait. Alors, il a été voté à l'unanimité, donc ça veut dire quand même quelque chose. Ça veut dire que parmi les gens qui ont voté ce PLH, il y avait aussi l'opposition qui est aujourd'hui en place. Donc, pour moi, sans dévoyer ce que va dire la future équipe municipale, pour moi, on va être dans une relative continuité vis-à-vis de cette politique de l'habitat. Une politique qui avait une véritable vocation à être sociale, puisque dans les objectifs de production de logement, on a un véritable souci de développer une offre sociale. Et cette politique de l'habitat est également verte. Donc ça va dans le sens aussi des orientations politiques de la nouvelle équipe, puisqu'on faisait une part belle à la réhabilitation de l'offre de logement.
5040 logements prévus en 6 ans, ça fait 3776 à bâtir, 1264 à réhabiliter. Ça veut dire que lorsque l'on parle de ce type de programme, on parle bien des 2 volets et pas simplement du volet à effet construction. Alors tout à fait, la politique de l'habitat, ça repose sur 2 jambes. La première jambe, effectivement, c'est la construction neuve. Combien de logements a-t-on besoin en neuf pour répondre aux besoins des ménages, et combien de logements doit-on réhabiliter également pour répondre aux besoins de ces ménages existants en termes de qualité d'habiter, en matière d'adaptation au vieillissement, en matière d'adaptation au changement climatique, en matière de confort d'habiter. Et alors, pardon, je vous posais une question très simple, mais quand on dit 5040 comme objectif, 5040, vous sortez ce chiffre d'où? Il sort d'où? Enfin, comment est-ce qu'on arrive à 5040? Alors, on ne l'a pas inventé. J'imagine, c'est pour ça que je vous demande la formule. La formule, en fait, c'est une méthodologie qui est consacrée un peu au niveau national, qui s'appelle la méthodologie Othello, qui repose sur des projections démographiques et des projections sociologiques, et qui a, à travers une sorte de matrice, une moulinette, a fait émerger ces besoins de 5000 nouveaux logements. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que ces 5000 nouveaux logements... Eric, qui vont donc nous permettre de démarrer cette première session. Je vous souhaite une très belle matinée. En 6 ans, donc ça fait 840 logements par an à construire. Ce besoin, il est issu de 4 facteurs. Enfin, de 3 essentiellement. Le premier, effectivement, c'est la croissance démographique. On a tablé sur une projection de la croissance démographique à 0,3% par an. Il y a également le besoin lié à l'obsolescence de l'offre qu'il faut régénérer, donc produire pour compenser une offre qui devient obsolète. Mais surtout, ce besoin, il émane pour moitié du desserrement des ménages. Le desserrement des ménages, c'est le fait qu'il y a un vieillissement de la population, il y a une divorcialité qui est toujours présente, et aujourd'hui, il y a une décohabitation, et c'est ce desserrement des ménages qui génère la moitié des besoins en logement. Je retiens le terme décohabitation, mais c'est pour d'autres usages. Merci beaucoup. Olivier Subra, vous êtes le directeur général de Pau Béarn Habitat, le bailleur social incontournable, avec un parc de logements, bien sûr, de 9400 logements, mais au-delà, un acteur qui produit régulièrement dans le secteur social ou bien en accession libre, qui investit des champs qui sont celui du logement étudiant, des résidences seniors, bref, un bras armé pour une collectivité à laquelle évidemment vous êtes rattaché. Est-ce que vous avez l'impression que l'époque que l'on vit aujourd'hui, c'est une époque qui a de plus en plus besoin de structures comme les vôtres? Bonjour à tous. Oui, je pense. Je pense que la structure telle que développée à Pau Béarn Habitat, d'abord, on est une société d'économie mixte. En fait, société d'économie mixte, c'est dans une société anonyme classique avec un directeur général, un président, un conseil d'administration. La particularité, c'est que le capital social est détenu en grande majorité par la ville et l'agglo. Et c'est 75% du capital de Pau Béarn Habitat, c'est ville et agglo. Donc ça veut dire qu'on est, vous l'avez dit, un bras armé de la collectivité. On est au service de la collectivité, à nous de montrer dans nos actions de tous les jours qu'on est utile, agile à la collectivité. Et donc on a un périmètre d'action très large, vous l'avez dit. Les besoins en logement, on va en parler, sont énormes sur l'agglo, mais ils sont énormes sur la France entière, évidemment. Ça va du logement pour étudiants au logement familial, au logement senior, on en parle beaucoup aussi. Et donc, il faut être présent un peu sur tous ces thèmes-là. Ce n'est pas facile. Bailleur social, c'est aussi un gros programme de rénovation des logements, parce qu'on parle beaucoup de la construction neuve. Il ne faut pas oublier que 9400 logements, il faut les rénover, notamment avec toutes les contraintes actuelles imposées pour la rénovation de tous ces logements. C'est des mesures qui sont très coûteuses aussi. Et donc, pour un bailleur social, l'enjeu, il est à la fois de développer l'offre, c'est l'enjeu d'aujourd'hui, de répondre à ça, mais aussi d'entretenir un parc et de le maintenir toujours à flot pour éviter d'avoir des logements vides, évidemment. Donc ça, c'est pour nous très important. Et donc, rebondir sur les opportunités foncières qu'on peut avoir, essayer de trouver aussi des nouvelles filières de développement, pas simplement construire sur les terrains nus, mais aussi peut-être aussi investir sur des bâtiments à usage de bureaux ou de tertiaires qu'on peut transformer en logement. C'est peut-être aussi l'avenir aussi, on en reparlera, mais ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on soit très réactif. Donc la location, l'accession, la rénovation, on est un peu présent sur tous ces champs-là.
Mais les besoins sont énormes, évidemment. Et puis cette année, votre actualité, ce sera également le déménagement de vos équipes au cœur de la ville de Pau. Ça n'aura échappé à personne pour celles et ceux qui fréquentent le centre-ville. Ça approche, c'est pour le mois de juillet. Nelly Huget, vous êtes responsable agence du COL, le comité ouvrier du logement de Pau, de l'agglomération paloise en particulier. Une agglomération dans laquelle vous continuez de développer dans un contexte marqué par un allongement des délais, de réalisation de très nombreuses opérations. On va résumer en quelques mots, mais vous avez une très forte présence avec de très nombreux programmes d'accession sociale qui ont été récemment livrés sur Pau, sur sa périphérie. La résidence Plana, c'est à Billère, avec également d'autres résidences du côté du Clos Navarra, par exemple à Pau. L'activité du COL ne se ralentit pas? Alors, je vais être un petit peu plus humble quand même. Le COL, d'abord, Comité ouvrier du logement, c'est une coopérative HLM. Donc, Olivier Subra dit que c'est une STEM. On est de la même famille, mais on est sous une autre organisation. Sous une autre organisation juridique. Effectivement. Qui a le siège social sur Anglette et on produit environ 500 logements par an. Par rapport à Pau, donc on met aussi toutes ces compétences par rapport au territoire béarnais. Et au niveau de l'échelle de Pau, l'agence de Pau doit construire 60 logements par an. Donc si on reprend les besoins de 5040 logements, à horizon 2031, vous voyez que je suis comme... j'ai des opérations, mais je ne suis pas la solution Bien sûr. unique. Mais cela dit, au travers de vos opérations, il y a par exemple une diversité d'accessions qui montre bien que cette problématique, elle peut revêtir plusieurs façons de fonctionner. Tout à fait. Et on a un dispositif très important, très innovant, le bail réel solidaire, sur lequel nous avons toutes nos convictions sur ce dispositif. L'idée vraiment est de pouvoir offrir au plus grand nombre un logement en accession sociale à la propriété. Et vous parlez de rallongement de délai tout à l'heure. Effectivement, ces dernières années, j'ai vu un ralentissement dans la production, mais c'est plus, dans mon sens, un ajustement des opérations. Tout ça pour pouvoir faire bénéficier des logements de qualité, donc, à nos coopérateurs. Julien Pardon, enfin, vous êtes un des fondateurs associés d'Axia Habitat. Alexandre Bardagy est votre associé dans cette entreprise qui fête ses 10 ans, d'ailleurs, cette année, et qui travaille toujours sur 2 territoires, avec Pau et Anglette comme endroit de prédilection. Mais entre Hydron, Billère, Bizanos, Pau, c'est pas loin d'une centaine de nouveaux logements qu'Axia Habitat devrait livrer pour la seule agglomération paloise. Là, dans les semaines, dans les mois à venir. Comment vous trouvez, vous, aujourd'hui, l'évolution, il y a 10 ans lorsque vous êtes lancé, et aujourd'hui, est-ce qu'on est dans le même monde? Bonjour à toutes et tous. Est-ce qu'on est dans le même monde qu'il y a 10 ans? Alors vraiment pas. C'est sûr que nous, on a un métier qui est enthousiasmant parce qu'il est tellement vivant, vous vivez tellement de moments tellement différents et il vous faut une capacité d'adaptation qui est au plus haut niveau pour être toujours présent. Donc, est-ce qu'on est dans le même monde? Non, on a une évolution qui est extrêmement importante. Bon, il y a la période Covid qui a marqué, pas que le monde de l'immobilier, qui a marqué notre société en général, mais c'est vrai que dans le monde de l'immobilier, dans l'immobilier neuf en particulier, on a eu cette période Covid qui a changé les habitudes de nos acquéreurs. Beaucoup d'acquéreurs à ce moment-là venaient du nord de la Loire. Je me rappelle faire la conférence de l'immobilier de 2021 où on évoquait ces sujets-là. On avait des personnes qui prenaient leur retraite et qui souhaitaient venir dans le sud parce qu'il y avait plus d'espace extérieur pour leur logement, des choses comme cela. Et puis après, on a vécu la guerre en Ukraine qui a propulsé les coûts de construction à un niveau stratosphérique et qui a amené forcément, par répercussion, des prix de vente à la hausse. Donc tout ça, ça a nécessité à chaque fois des adaptations. C'est ce qu'on essaye de faire pour répondre à la demande de nos clients.
Aujourd'hui, moi, ce qui m'amuse, c'est que quelque part, l'an dernier, quand on était ici à cette même conférence, j'aurais pas pu vous dire les mêmes choses que ce que je vais vous dire en termes de demande aujourd'hui. Et moi, ce qui m'enthousiasme aujourd'hui, c'est de voir à nouveau venir dans nos bureaux. D'ailleurs, ils viennent plus, comme le disait Bruno Birad, ils viennent plus parce que c'est tout en digital. C'est digital. Donc, au moins, ils prennent contact avec vous. Ils prennent contact d'une manière différente avec mes collaborateurs. Moi, je vais prendre la retraite. Et donc, ils prennent contact avec Axias Habitat pour acquérir un logement. Ils ont moins de 30 ans. Ils bénéficient du prêt à taux zéro qu'a mis en place l'État il y a un an, un peu plus d'un an. Ils ont les banques les repèrent également comme des clients intéressants. Ils vont pouvoir leur vendre, la banque va pouvoir les accompagner au travers de leur vie. Donc la banque booste ce prêt à taux zéro et va apporter un boost intéressant. Ils financent quasiment la moitié de leur acquisition aujourd'hui à POS ou à taux zéro, ce qui leur fait un taux moyen qui est en dessous de 2% et qui les amène à être quasiment à un niveau de loyer, parce que les loyers, eux, dans le même temps, ils ont fortement augmenté. Voilà. Donc ça constitue un levier qui est pour nous un levier de clientèle qui est intéressant, mais aussi enthousiasmant, parce que quelque part, vous avez des jeunes qui ont des étoiles plein les yeux, qui voient pas tous les problèmes qu'à notre âge, Éric Dournès, on peut rencontrer, et qui nous amène à avoir dans notre métier quelque chose qui est intéressant et qui constitue un socle de clientèle important. Je pense qu'on va y revenir. Il faut qu'on produise du logement pour eux. Il faut qu'on adapte notre offre à leurs demandes. Il y a aussi d'autres segments de clientèle, mais je pourrais y revenir. On va y revenir tout à l'heure. Bien, le vieux dinosaure que je suis passe donc le relais aux jeunes Normands. Voilà, allez-y. Notre dinosaure. Donc la première question pour vous, Madame Buron. Lors de la précédente table ronde que vous avez, je crois, écoutée, vous avez entendu les différents participants mettre en lumière, disons, la nécessité pour l'agglomération de Pau d'un choc d'offres, de ce qu'on appelle un choc d'offres, c'est-à-dire de produire plus de logements pour permettre de loger tout le monde. Vous avez votre PLH à 5040, je crois, 5040 logements sur 6 ans. Est-ce que ce PLH, finalement, c'est la bonne réponse au choc d'offres, ou est-ce qu'il n'est pas un peu trop limité encore ? Alors, j'espère qu'il n'est pas limité parce qu'il vient d'être adopté, donc j'espère qu'il n'est pas obsolète avant même d'être mis en œuvre. Donc, je pense que la question du choc d'offres, je pense que ce n'est pas forcément la bonne façon de voir les choses. Quand on parle de choc d'offres, on pense de suite à une logique productiviste, on pense vraiment on est dans une logique un peu quantitative, alors que je pense l'idée, c'est de se dire, ces 5000 logements, oui, effectivement, ça doit avoir un volume, mais de quel type de logement on parle ? Aujourd'hui, la réponse, elle doit être quantitative, mais surtout qualitative. On est face à une précarisation de la société. Moi, j'aime bien rappeler ce chiffre qu'on a posé quand on a élaboré le PLH. Sur 50% des ménages de l'agglomération gagnent moins de 2400 €. 20% des ménages de l'agglomération gagnent plus de 4500 €. Ça donne à voir les capacités contributives des ménages face à l'offre de logement. Donc la réponse, elle doit être quantitative, mais elle doit être aussi qualitative et elle doit être abordable. Le développement d'une offre de logement abordable, c'est déjà, à mon avis, une réponse essentielle. Arriver à calibrer cette offre pour qu'elle soit abordable. Après, il y a d'autres phénomènes sociologiques dont on a parlé. Il y a le vieillissement de la population qui est à l'œuvre. Donc, il va falloir aussi réfléchir à une offre dédiée dans l'ancien, mais aussi dans le neuf, en lien avec ce vieillissement de la population. La précarisation, j'en ai parlé. Le logement des jeunes, voilà. C'est la diversité de l'offre qui est importante, autant, voire plus que le nombre de logements qu'on va produire. Comment vous faites pour activer cette diversité ? Donc il y a la SEM, Pau Béarn Habitat, et je vais demander à M. Subrat de se positionner sur cette question, mais il n'y a pas que le public, il y a aussi le privé. Comment une agglomération, une municipalité peut faire pression sur les promoteurs immobiliers pour avoir une offre diversifiée ? Faire pression, c'est compliqué, puis c'est pas l'enjeu. Je crois que ce qu'il faut bien retenir quand on parle de choc offre, actuellement sur l'agglomération, je parle pour les demandeurs de logements locatifs sociaux. On est sur 7000 demandeurs. On attribue tous les bailleurs qui interviennent sur l'agglomération de Pau 850 à 900 logements par an.
Donc il y a 7000 demandeurs et il y a 900 demandeurs qui sont, j'allais dire, choisis et élus pour avoir un logement. Donc ça veut dire que la file d'attente, elle est très très longue. Ça veut dire qu'il faut 8-9 ans pour apurer la file d'attente, à condition que celle-ci ne se renouvelle pas tous les ans, évidemment, ce qui est impossible. Il y a 15 000 demandeurs sur la côte basque, pour vous donner l'échelle. 7 000 ici, 15 000 sur la côte basque. Donc au final, les besoins de logement sont énormes. Donc c'est très compliqué de répondre à la demande. Effectivement, à partir de là, ce qu'on faisait auparavant, c'est qu'on travaillait beaucoup avec les promoteurs. Évidemment, on continue à travailler avec eux sur des opérations qu'on appelle VFA, des ventes en état futur d'achèvement, où ils font leur opération et on arrive, nous aussi, à faire, dans une opération globale aussi, notre opération de logements sociaux. On en fait très, très régulièrement. La difficulté, c'est qu'effectivement, quand les constructeurs ou quand les promoteurs ne construisent plus, mais nous, c'est déjà très difficile d'avoir des opérations en partenariat avec eux, parce que si eux ne sont pas à la manœuvre, nous derrière, c'est compliqué de dire on fait le complément de logement en VFA. Donc ça explique aussi pourquoi on n'arrive pas à construire aussi de logement social. Et puis en fait, les difficultés que nous avons, je le disais tout à l'heure, c'est qu'on met énormément de fonds propres dans les rénovations des logements. Et donc ces fonds propres que nous mettons dans la rénovation de logements, c'est difficile de les mettre sur des opérations de développement de construction. On ne peut pas mettre des fonds propres partout. Priorité pour nous, bien sûr, à la rénovation de notre marque. Donc tous les fonds propres que nous mettons là, c'est les fonds propres qu'on met en moins sur les opérations neuves, évidemment. Sachant qu'actuellement, quand on produit du logement social, le prix de sortie d'un loyer est 2 fois moins cher qu'un loyer privé. Un logement social, le prix de sortie est à peu près de 6 € par mètre carré par mois. Donc sur 60-70 mètres carrés, vous êtes à 400 € hors charge. Dans le privé, vous êtes au double, en moyenne, que ce soit du T2 ou du T4, peu importe, c'est du simple au double prix. Donc, pour arriver à avoir un 6 € le mètre carré à Pau, le bailleur social, lui, il investit et il emprunte sur des durées très très longues, de 40 ou 50 ans, ce que ne fait pas effectivement le bailleur privé, évidemment. Donc tout ça, c'est très compliqué, mais on a aussi, et Isabelle le disait, des enjeux sur le vieillissement à mener aussi, qui sont trop compliqués. Donc c'est la rénovation aussi des logements actuels pour faire en sorte aussi que les personnes âgées puissent continuer à vivre chez eux. Ça aussi, c'est un enjeu important. Et la difficulté complémentaire, c'est que dans le parc social, nous avons plutôt des grands logements, alors que la demande, elle est plutôt sur des petits logements. 70% des demandeurs de logements sociaux sur l'agglo, ce sont ou des personnes seules ou des familles monoparentales. Il y a un adulte dans la demande. Je me rappelle d'ailleurs que lors de précédentes conférences de l'immobilier, il y avait des représentants d'anciennes majorités qui plaidaient pour des grands logements pour accueillir les familles. L'histoire fait que c'était... Absolument, absolument, mais il faut aussi coller à la réalité économique, et c'est tout l'intérêt du programme local de l'habitat, qui a dit justement, on tient compte de cette évolution aussi de la demande que nous, on a donnée aussi au service de l'agglo, en disant on a un serveur national, donc on est totalement au courant de la demande, de l'analyse de cette demande-là. La demande, elle n'est plus sur des grands logements. Elle est toujours, ça peut se passer, les familles ou recomposées qui ont besoin d'un grand logement, évidemment. Mais le parc social est plutôt par tradition, pas simplement qu'à Pau d'ailleurs, composé plutôt de grands logements, T3, T4 plutôt que T1, T2. La demande actuelle, elle est plutôt sur T1, T2, T3, mais pas sur des grands logements. Donc, difficulté aussi pour un bailleur social, il faut faire des travaux à l'intérieur, rescinder des logements, parfois d'un grand logement, en faire 2. C'est pas toujours facile, c'est facile sur le papier, mais en réalité, on s'aperçoit que c'est pas évident. Monsieur, pardon, vous observez aussi cette évolution de la demande. Comment on fait quand on est promoteur et que finalement la demande elle évolue en 2 ans, on a changé de paradigme, on a déjà lancé la construction des appartements, c'est trop tard. Alors non, parce que notre métier consiste à vendre sur plan, donc vendre en état futur d'achèvement, c'est-à-dire de concevoir des produits et de ne mettre en construction notre programme que lorsque nous avons déjà réservé un nombre important de logements. C'est une chance. C'est une chance pour nous parce que effectivement, quand vous avez une demande qui évolue rapidement, nous on a un programme aujourd'hui en construction sur Hydron, le domaine Azélia. Nous l'avions conçu à l'époque avec des maisons. Les maisons, elles ne trouvaient pas preneur lié à ce que l'on vient de dire, sujet lié à ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on a une évolution effectivement de la demande. Donc comment on fait un promoteur? Il va déposer un permis modificatif ou parfois même un autre permis de construire, il s'adapte, il refait son programme
et il faut toujours coller à la demande. Voilà comment on s'adapte et comment on arrive à proposer des produits que notre clientèle demande. Il faut bien avoir présent à l'esprit, d'ailleurs c'est l'intérêt de ces tables rondes, que le métier de la promotion immobilière, ça a été dit dans la table ronde précédente, ne représente qu'un certain segment du marché de l'immobilier en général. Si on prend le chiffre qui a été donné à la dernière table ronde, à la précédente table ronde de 900 et quelques mille transactions par an, nous on représente moins de 10% de ça, peut-être 6, 7, 8%. Donc le but c'est que tout le monde essaye de trouver son bonheur en termes de logement. Nous proposons à une certaine catégorie d'acquéreurs. Et après, il y a d'autres propositions qui sont faites aux autres acquéreurs. Mais notre métier, nous, c'est de s'adapter. Ça, je crois que c'est un des maîtres mots de notre métier, c'est s'adapter, déposer un permis modificatif et toujours coller à la demande. Madame Huget, lors de la présentation, vous avez insisté sur l'outil que vous déployez avec le COL, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle le BRS, le bail réel solidaire. Donc déjà, est-ce que vous pouvez expliquer pour les gens qui nous regardent ce qu'est le BRS ? Alors, le bail réel solidaire, c'est un dispositif d'accession sociale à la propriété, qui permet de dissocier en fait le foncier du bâti. On achète la partie bâtie, on a des droits réels sur la partie bâtie qui correspondent à des droits de propriété, et nous sommes, le client est locataire du foncier auprès de l'organisme foncier solidaire. Ce dispositif permet en fait de garder de l'accession sociale toute la vie du logement. À chaque revente, le logement restera du logement abordable et du logement social, accession sociale, puisque les ménages qui rachètent ce logement devront aussi répondre aux critères de revenus pour l'acheter. Ils rachètent les murs, on est d'accord. On achète un petit peu plus que les murs. On achète un lieu de vie. Le col, on est très, on a ces valeurs. On achète. C'est plus un dispositif financier et économique qu'un dispositif juridique. Il faut vraiment que le client pense, il achète son logement comme s'il achetait en VFA chez Axias. Ça ne change pas. C'est un dispositif économique qui permet vraiment de garder un parc de logements en accession abordable. Et donc ce BRS, quand vous proposez des nouveaux programmes à la commercialisation, il permet de faire venir chez vous des clients qui ne seraient pas venus s'il n'y avait pas eu ce dispositif ? Effectivement, ça permet en fait d'avoir un coût d'acquisition qui est moindre, parce que toute la partie foncière du logement ou de l'opération, elle est étendue sur un prêt de 60 ans, donc ce qui vient diminuer en fait la charge foncière, et on n'achète que la partie construite, et toute la partie économique foncière appartient à l'OFS. Alors le BRS, je crois que j'en ai entendu parler, en tout cas je l'ai lu dans les colonnes de nos journaux, puisque c'est une des premières décisions de la nouvelle municipalité de Jérôme Marbeau. Madame Buron, peut-être que vous pouvez nous préciser. Finalement, je pense que Jérôme Marbeau a assisté à toutes les conférences de l'immobilier, il a écouté Nelly Huget qui expliquait les principes et toutes les vertus du BRS, et il s'est dit, bon, ça va être la première mesure avec les halles André Labarrère. Écoutez, on s'en réjouit, en tout cas, nous, en tant que techniciens. C'est quand même très sympa, Romain. Oui. C'est de lui demander de réagir, donc c'est très sympa. Oubliez les halles André Labarrère, mais en tout cas pas pour le BRS et le volet municipal. Pour le BRS, alors effectivement, la nouvelle municipalité a délibéré en faveur du déploiement de cette offre, en tout cas à l'échelle de la ville de Pau, c'est bien de repréciser, alors que la politique locale de l'habitat, elle est définie à l'échelle de l'agglomération. Voilà. Mais effectivement, la ville de Pau a fait un geste supplémentaire en se disant que pour accompagner le développement de cette offre, il y avait plusieurs leviers à la main des communes. Le premier levier, c'est de dire qu'il faut flécher préférentiellement du foncier communal
pour aider les opérateurs à déployer ce type d'opération. Le deuxième levier qui a été identifié, c'est l'augmentation de l'abattement de taxes foncières sur les propriétés bâties, la TFPB. Donc la précédente municipalité avait voté en faveur d'un abattement de 30%. Et là, aujourd'hui, on est à 50% d'abattement de TFPB. C'est pas rien. Moi, je me mets à la place de ta collègue Charlotte Ocol qui va vendre demain ce type de produit vis-à-vis des futurs clients. Demain, il y a un abattement de 50% de la TFPB à vie sur ces produits-là. Donc c'est quand même très intéressant. Et derrière, nous, la collectivité, il faut le savoir aussi, ça ne se voit pas, on garantit les emprunts des opérateurs et ça, c'est pas rien, c'est important de le dire. Je rebondis là sur ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de flécher du foncier communal. C'est-à-dire que ça y est, la ville a identifié des fonciers donc, qui sont dans son giron, qui pourraient un jour, alors j'imagine que c'est inscrit dans le PLU, qui pourraient un jour accueillir de nouveaux logements. Alors je dis ça parce qu'aussi dans la première table ronde, on a parlé par exemple de Pissar Santarelli, que moi j'ai toujours connu en friche depuis 20 ans. Donc est-ce qu'il y a des pistes comme ça de fonciers dont vous savez déjà qu'ils pourraient un jour accueillir de nouvelles zones urbanisées? Alors, souvent, par rapport au foncier, vous dire qu'en 2023, on a élaboré ce qu'on appelle un référentiel foncier, impulsé par d'ailleurs le préfet qui s'inquiétait de voir la production de logement social un peu en berne. Il faut absolument qu'on identifie le gisement foncier mobilisable pour du logement et pour du logement social. Donc on s'est doté d'un référentiel foncier. Cette étude, on l'a fait en partenariat avec le PFL. Donc du foncier nu, du foncier bâti, du foncier en optimisation. Ce foncier-là, il fait l'objet d'une cartographie. Il est plus ou moins complexe, plus ou moins mutable, plus ou moins stratégique, mais en tout cas, on a cette vision. Parmi ce foncier-là, certains fonciers sont publics, mais pour être très honnête, la part de foncier public à disposition des opérateurs, elle est assez faible. Possiblement, demain, il y aura une logique d'aller faire des acquisitions foncières et de faire du portage foncier pour justement ces opérateurs. Et je pense que ça fait partie du nerf de la guerre. En tout cas, ça fait partie de la stratégie. Mais sans parler d'intervention publique et de foncier public, et ça on l'oublie souvent, on peut, à travers le PLU, mettre en place des servitudes de mixité sociale ou des emplacements réservés logement pour flécher la destination des fonciers privés. Et ça, c'est précieux et on l'oublie souvent. Il n'y a pas que l'intervention de la puissance publique et que le foncier public qui fait partie de la stratégie foncière. Monsieur Subra, peut-être sur le foncier et les projets futurs. On sait qu'il y a quelques terrains ou quelques zones à Pau qui seront sous le feu de la rampe. On a parlé des rives du Gave, donc quelque part, il va y avoir un aménagement. C'est un terrain qui est très bien situé au pied de Pau. Vous avez parlé de Pissar Santarelli. Il y a le site de l'ancienne prison aussi, qui effectivement sera à regarder de près aussi par la collectivité. La collectivité aussi a parlé de la friche Gaston Bonheur, à côté de l'hôpital, sur l'avenue Buros. Donc ça aussi, c'est des terrains qui appartiennent à la collectivité, qui sont actuellement en friche. Donc il y a la possibilité de bâtir ou d'aménager. Après, c'est la temporalité qu'il faudra surveiller. Ce qu'il faut bien faire attention aussi, mais l'Aglo le sait pertinemment, il a mis dans son programme local de l'habitat, c'est pas tout d'avoir des terrains aménagés, c'est aussi respecter l'équilibre de population et essayer pas de construire sur des terrains 450 ou 500 logements d'un coup et appauvrir le centre-ville et avoir de la vacance aussi sur le centre-ville de Pau notamment. Donc il faut bien faire attention à ces équilibres-là et ouvrir à l'urbanisation à partir du moment où le centre-ville répond pleinement à sa fonction aussi d'accueillir des gens, des commerces, etc. Donc il ne s'agit pas non plus d'aller recréer des zones à l'extérieur de Pau ou en marge de Pau. Il faut faire attention à ces équilibres, c'est très important aussi. Donc oui, il y a du potentiel. Rive du Gave, c'est à côté du centre-ville, la prison également. Tout ça, c'est des secteurs qui sont très intéressants à urbaniser. Attention aux terrains qui sont un peu plus loin, qui sont tentants évidemment, parce qu'on sait très bien que c'est du foncier, mais il faut, je pense, aussi l'aménager avec une certaine logique globale. Et Dieu sait si ces terrains ont été étudiés, réétudiés par moult promoteurs, ce que je peux comprendre, mais je crois qu'il y a un équilibre général à regarder, pas simplement l'aménagement, encore une fois, d'un terrain, c'est aussi le peuplement dans les centres-villes de Pau, et ça, c'est très important.
Et ce que vous nous avez dit aussi tout à l'heure, c'est qu'à terme, il va falloir se pencher sur la reconversion des bureaux, des hangars, enfin du patrimoine économique qui aujourd'hui ne sert plus, quoi. Oui, le projet que nous avons actuellement à Billère, l'ancien centre EDF, c'est 4000 m², bâtiment qui est vide depuis 15 ans, qui était un immeuble de bureaux qu'on va refondre complètement en logement. Il y a beaucoup d'exemples comme ça qu'on a fait. Le pôle ARR au cœur de Saragosse, c'était une friche qui servait à pas du tout, qui a été démolie. 11 000 m² ont été reconstruits derrière. On reconstruit quelque part la ville sur la ville. C'est une expression qui est très utilisée, mais ça veut bien dire ça. Ça veut dire qu'il faut quand même utiliser ces réserves-là, et surtout sur les emplacements qui sont très bons commercialement parlant. Donc on dit, il y a encore des perspectives à faire. Il faut qu'on utilise ça. Et je pense que ça, on peut y arriver largement. Alors, si en plus la ville apporte un peu de foncier à l'opération, tant mieux. Quelque part, on répond aussi aux besoins. J'espère que vous garderez l'esthétique de ce bâtiment. Moi, j'adore, c'est mon bâtiment préféré. Lequel c'est entre EDF de Billère. Oui, on va avec le garder. Les vitres sur les côtés. Très Absolument. bon. Mais mettez une option d'achat, et c'est vrai. Absolument, absolument. C'est pour de l'investissement. Enfin, je me renseignerai plus tard. Julien, Nelly, peut-être sur les opportunités à venir, on voit que ça ne va pas non plus être porte ouverte. Et il va falloir être précis dans les investissements. Je voyais, Nelly, en lisant le supplément, que les projets pouvaient mettre un peu de temps aussi à sortir de terre et à se concrétiser. Donc il faudra bien réfléchir à l'investissement. Oui, tout à fait. Mais après, il faut réfléchir à tout. La localisation est importante. Effectivement, nos opérations aujourd'hui au niveau du foncier, si je peux rebondir, que ce soit l'opération de Guinemer, l'opération Terracotta sur les anciennes usines Bidegain ou Corisande, on est sur effectivement des terrains très, très bien situés dans la ville de Pau. C'est vraiment important de pouvoir réaliser de telles opérations. Et effectivement, elles sont peut-être un petit peu plus complexes qu'une opération qu'on pourrait aller développer sur un terrain libre un peu plus loin. Donc ça, c'est le premier point. Et cette complexité, effectivement, aussi a peut-être aussi amené la longueur de ces opérations. Aujourd'hui, j'ai une opération où je suis à mon 3e appel d'offres, chose qui n'arrivait jamais avant. Il faut se dire aussi que ça fait plus de 20 ans que je travaille au col. Donc c'est vraiment ces dernières années où je connais ce type de cette transformation. Voilà. Les coûts de travaux étaient très importants. Et pour nous, ça a été vraiment très important d'ajuster. Donc on a ajusté les délais, on a retravaillé avec des architectes. Séverine Tardieu est dans la salle, donc elle comprend ce que je dis. C'est vrai qu'on a dû retravailler avec les équipes, avec les entreprises, que ce soit Maîtrise Neuve, tout ça pour pouvoir apporter un logement effectivement de qualité à un prix abordable. Parce que pour ce dispositif, quand on dit logement abordable, c'est un peu subjectif, mais si on le compare à un loyer privé, en fait, avec ce dispositif, on pourrait... La mensualité est inférieure à un prix de loyer. Ça, c'est important. C'est important de se le dire. Acheter, finalement, ça coûte moins cher que de louer. Avec effectivement le prêt à taux zéro, on arrive à près de 50% de la valeur du bien. Si on cumule en plus un prêt auprès Action Logement, si on est employé du secteur privé, il faut un apport aussi pour avoir aussi un crédit bancaire. Et on arrive à des prix totalement compétitifs. Et ça, c'est très important de pouvoir le dire. Et là, il y a plus de 85% de la population qui a le droit à ce dispositif. C'est quasiment tout le monde, quoi. Julien, pardon, donc on a bien compris que le foncier, pour un promoteur, c'est le nerf de la guerre, quoi, hein, c'est de là que tout part. Vous avez des projets à Billère, à Bizanos, à Hydron. Est-ce que vous êtes en attente de la part de l'agglomération d'un geste fort pour justement permettre d'ouvrir de nouveaux fonciers, d'avoir accès à du foncier? Et comment vous faites pour identifier des nouveaux terrains, alors qu'on sait que la réglementation avec le ZAN, tout ça a quand même contraint un peu votre activité? Donc comment vous faites tout ça, quoi? Alors,
comment on fait tout ça? On travaille de façon étroite avec l'agglomération et surtout avec les communes. Je dirais que du foncier sur l'agglomération paloise, il y a des opportunités. Les communes ont souvent des propositions à faire aux promoteurs. Par exemple, nous, ce qu'on a fait sur Hydron, c'est une friche, puisque c'est les anciens services techniques de la mairie d'Hydron qui sont en cours de travaux et qui vont être reconvertis en 50 logements, locatifs social, accession sociale, accession libre, donc diversité d'offres. À Billère, c'est une ancienne maison, donc on a déconstruit, là c'est un partenariat avec le PFL et la mairie de Billère, on a déconstruit une maison qui était frappée d'alignement, puisqu'une maison ancienne, parce que je vous rappelle que alors ça ne va pas s'appeler le BHNS, mais le chronobus va desservir l'agglomération d'est en ouest. Et donc, il y avait besoin d'un élargissement de la route de Bayonne et d'une reconfiguration de celle-ci en un espace de multimodalité avec le bus, le vélo, la marche à pied, etc. Donc, le piéton. Donc là, on a reconfiguré ce site. On va commencer les travaux à l'automne prochain. On a reconfiguré ce site avec, d'une part, une cour d'école. Donc, ça a été la demande de la mairie de Billère, donc d'agrandir une cour d'école, de construire un programme de logement et d'élargir la route de Bayonne. Quand vous prenez Bizanos, c'est un aménagement qui a été réalisé par Pau Béarn Habitat. C'est un projet qu'on va réaliser avec le groupe Crédit Agricole, qui est un projet qui va reconfigurer le quartier du stade et qui va apporter à la commune de Bizanos du logement, là aussi, social, classique, de l'accession sociale, etc. Donc, comment on fait? On travaille avec les communes. L'agglomération, est-ce qu'on est en attente d'un geste? C'est normal, elle est dans son rôle de configurer des espaces qui sont destinés au logement, d'autres qui sont destinés aux bureaux. On va faire un programme également sur l'île aux Favres de bureaux. Donc là, l'île aux Favres, lui, il est dédié aux bureaux, en face le Leclerc, pour ceux qui situent bien. Donc voilà, donc c'est notre travail, effectivement. Le foncier, c'est la matière première. On sait que le ZAN, c'est quelque chose qui nous restreint, mais le ZAN, il faut être clair sur la loi ZAN, la loi climat et résilience. Il n'y a pas un citoyen, et un promoteur, c'est aussi avant tout un citoyen. Il n'y a pas un citoyen qui peut se réjouir qu'à l'heure de la souveraineté alimentaire, on puisse aller artificialiser 25 000 hectares par an. Voyez, donc ça questionne aussi par ailleurs. On n'est pas non plus uniquement dans notre couloir. Donc, qu'on ait aujourd'hui des fonciers, comme Isabelle disait, qui sont dédiés, qui sont prévus, qui sont fléchés pour du logement, d'autres pour du bureau, et qu'on harmonise la ville, comme le disait Olivier Subra, c'est comme ça qu'on va avoir la vie rêvée des villes. Ah, ça me rappelle quelque chose. Joli. Alors là, faites attention, parce que là, le vieux dinosaure va ressortir. Sur cette proposition, rebondissez. On voit que, oui, merci. Allez-y. On voit que la ville a changé de couleur. J'ai vu dans le supplément Olivier Subra, on vous en avait parlé, on a parlé du logement de manière générale. Il y a des dispositifs particuliers, il y a de la résidence senior. Je crois que c'est vous qui avez un projet avec la RIMOC aussi, rue Carnot. Vous ne faites pas que du logement pour tous, pour le grand public. On s'adapte. Oui. On s'adapte aussi à la demande. La RIMOC, c'est une association qui s'occupe des personnes très lourdement handicapées, donc gros besoin de logement, si possible, en centre-ville. Donc on a fait un programme adapté pour eux. Le logement senior, on va mettre en service la résidence La Juste, rue du 14 juillet. On a racheté cet ensemble qui était géré par Orpea, un immeuble neuf qui n'était pas utilisé depuis presque 2 ans, un immeuble de 120 logements quand même, vide. Donc il va pouvoir effectivement garder cette vocation d'accueil des personnes, des seniors. Résidence autonomie, donc à des tarifs vraiment très très bas, gérés par la ville de Pau. Donc tout ça, effectivement, ça montre qu'il y a des opportunités, je le disais tout à l'heure, donc il faut effectivement rebondir sur celle-là. Le logement étudiant, on a construit 450 logements neufs il y a moins de 6 ans. On vient d'en rénover 450. Donc le campus de Pau, c'est 12-13 000 étudiants à peu près. C'est relativement stable. En offre étudiant, on a fait en sorte aussi qu'il y ait des logements de qualité à des prix maîtrisés, en partenariat avec le Crous.
Et là aussi, donc, sur ces cibles-là, on essaye quand même de répondre à la demande des partenaires divers. Ça peut être des associations locales, ça peut être le CRU, ça peut être beaucoup de partenaires. Montrer qu'il y a des choses quand même qui sont possibles à faire, des opportunités foncières à saisir. Oui, bien sûr. Alors, je vous garde, parce qu'il y a eu aussi un autre changement pour l'agglomération, c'est le passage de ce qu'on appelle en zone B1, donc en zone plus tendue, et l'obligation pour plusieurs communes de l'agglomération, 8 je crois, d'avoir un taux de logement social qui passe de 20 à 25%. Donc c'est un immense défi pour vous et vos collègues bailleurs sociaux, bien sûr, mais pour vous en premier, puisque vous êtes le bailleur de l'agglomération paloise. Comment vous, et après Madame Buron pourra compléter éventuellement, comment vous allez gérer ce nouveau défi, quoi. Ben, disons que le terrain de jeu s'agrandit, puisqu'il y avait des communes qui étaient déjà dans les clos des 20%, qui se retrouvent en déficit de logements sociaux. Donc, qui dit déficit dit l'État derrière qui vérifie que ce déficit-là est comblé. Et donc, ça veut dire que ces communes-là vont devoir construire du logement social, alors qu'elles étaient déjà dans les clous, qu'elles en avaient suffisamment, comme vous l'avez dit. Sinon, il y a une amende. Sinon, il y a une amende. Alors, il y a des engagements. Ce n'est pas une amende dès le lendemain du constat. Il y a des engagements qui sont pris sur le long terme avec la ville. Le tout, c'est de montrer que la ville est en situation de dire oui, j'accueillerai sur mon territoire du logement social. À terme, 3 ans, 4 ans, ça se planifie. Mais tout ça pour éviter effectivement que les communes payent des amendes. C'est ce qu'on a fait sur Bizanos. Bizanos, c'est une commune carencée depuis assez longtemps. C'est pour ça qu'on vient de livrer 50 logements à Bizanos, logement locatif social, pour éviter à la commune, effectivement, de payer des amendes là-dessus. Donc, le passage en B1 fait qu'effectivement, ça veut dire clairement que la demande est supérieure à l'offre, qu'il y a un déséquilibre. Et donc, du coup, on appelle ça une zone tendue. Mais derrière, ça veut dire que ces communes-là, qui n'étaient pas concernées jusqu'à présent, vont se retrouver en déficit. Il va falloir, en priorité aussi, nous, cibler ces communes-là, qui n'est pas forcément en demande, mais qui vont l'être maintenant, au détriment parfois de petites communes qui t'appellent aussi à la porte en nous disant moi j'aimerais bien avoir du logement social sur ma commune, 10, 15 logements locatifs sociaux. L'arbitrage va être fait en disant du coup, est-ce qu'il faut aller sur ces communes-là à court terme ou est-ce qu'il faut répondre à la demande des communes carencées. C'est tout l'enjeu aussi qu'on va devoir faire dans les mois et années à venir. Mais c'est une donne effectivement qui est nouvelle pour nous. Il va falloir s'adapter. Oui, vous pouvez aller intervenir à Biarritz. Je crois qu'ils ont une petite difficulté autour de ce logement social. Non, je ne crois pas. Juste un petit mot, Nelly, avec le col, j'interrogeais Olivier Subra sur les logements pour les seniors, pour des adultes lourdement handicapés. Vous avez développé depuis longtemps des résidences intergénérationnelles avec le col, me semble-t-il. Il me semble que j'avais visité une résidence comme ça. Ça fait partie aussi de votre ADN. Oui, alors c'est l'habitat participatif. On a une trentaine d'opérations d'habitat participatif qui représentent 1000 logements. Alors avec une maturité différente, un stade d'avancement. Il y en a qui ont été livrés il y a 10 ans. La première opération, elle va fêter ses 10 ans et c'est à Bayonne, Terra Arte. Et sur chacun des territoires, effectivement, on développe ce mode de construction. L'idée, c'est vraiment de remettre le futur habitant au cœur de l'opération, parce que nous, on est maître d'ouvrage et elle est maître d'œuvre. On a tous nos convictions et nos vérités, mais la vraie vie, c'est les gens qui habitent dans leur logement. La fenêtre, l'ouverture, la lumière, où se garer, proche ou plus éloigné. Est-ce qu'on veut des clôtures opaques et vraiment se séparer du voisin ou pas? Et ça, c'est eux qui ont la vérité. Donc l'intergénérationnel, elle se fait beaucoup dans ce cadre-là, parce que les personnes âgées ne souhaitent pas vivre seules. Elles souhaitent vivre dans leur logement, en toute autonomie, mais avec des enfants à côté. Donc on revient sur le programme et la typologie de tout à l'heure, où effectivement, une mixité de typologie permet aussi de permettre d'avoir des résidences intergénérationnelles. Nelly, d'ailleurs, ça va me permettre de rebondir, d'aller vers la conclusion avec tous les quatre. Ce que vous disiez est très juste. Il y a tout ce qu'on se dit, il y a ce qu'on souhaite des politiques publiques, il y a ce que l'on estime au travers des chiffres, des statistiques, de la démographie et tout ce qu'on veut. Et puis il y a ce que vous voyez au quotidien avec les gens qui poussent vos portes respectives, ceux qui ont leurs rêves, leur envie, leur désir d'habitat, leur façon de concevoir ce qu'est l'habitation. Tout à l'heure, je vous ai lancé sur ce qui avait changé il y a 10 ans. Mais dans tout ce que vous dites, lorsqu'on le confronte à la réalité, il vous semble vraiment que les foyers, lorsqu'ils
pensent à ce que pourrait être leur habitat, ce qu'ils vont pouvoir véritablement espérer lorsqu'ils rentrent chez eux, que ce soit en locatif, mais lorsque ce soit pour eux, ils ont vraiment des aspirations différentes aujourd'hui de ce qui était le cas il y a 5-6 ans, lorsqu'on parlait de loger différemment, lorsqu'on parle d'attente environnementale, lorsqu'on parle de façon de cohabiter en matière de génération ou autre. Il y a un vrai changement, ou est-ce que ça, c'est que des théories et en pratique, finalement, les gens, depuis 10, 15, 20 ans, ont toujours envie de leur maison individuelle, de leur précaré. J'entends ce que vous disiez tout à l'heure sur la décohabitation. Je vous promets que ce terme-là, je vais le garder en plus. Mais sur la décohabitation, il y a un vrai changement. Ça se traduit vraiment dans ce qu'ils demandent? Ah oui, complètement. Complètement, parce que moi, si je reprends ce que je disais en début de conférence sur nos acquéreurs primo-accédants, aujourd'hui, alors certes, l'évolution des coûts a fait qu'un T2 aujourd'hui à Pau, c'est 195 000 euros. Hein. Oui. Bon, un beau T2 confortable, 48 mètres carrés dans le neuf, c'est 195 000 euros. Mais le jeune de moins de 30 ans, aujourd'hui, il va vivre son acquisition. Je disais, bon, c'est très digitalisé. Leur façon d'acquérir est très digitalisée. Oui, mais ceux qui recherchent. Alors, ceux qui recherchent. j'y viens. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'ils vont rechercher? Ils vont rechercher une pièce qui va être adaptée pour du télétravail. Parce que le télétravail, depuis le Covid, malgré tout, il a, même si les entreprises ont tendance à essayer de diminuer le temps de télétravail, ben, dans les négociations salariales, ça revient quand même. Et l'acquéreur, il va rechercher. C'est pour ça que nous, dans notre futur programme de Bizanos, on va avoir des T3 très compacts, par exemple, avec une sorte de pièce qui sera petite chambre ou bureau pour pouvoir faire du télétravail. Ils recherchent, par exemple, les prises, c'est tout ce que disait Nelly, les prises à hauteur. Oui. Bon, ça, c'est pas quelque chose qu'on recherchait il y a encore 5-6 ans. Ils recherchent, ils sont très sensibles, les jeunes, à tout ce qui est environnemental. Donc, on est en DPE-A. Le neuf, c'est du DPE-A. Donc, c'est quand même de la consommation énergétique qui est quand même beaucoup moins importante que dans le reste du parc de logement. Donc, on consomme moins. On est sensible à ces considérations-là. Quand on a des troubles comme nous avons, une guerre comme nous avons au Moyen-Orient aujourd'hui, ben c'est quelque chose avec la hausse du coût de l'énergie qui revient encore plus. Donc, est-ce qu'il y a du changement? Oui. Il s'adapte énormément. Je dirais aussi, alors ça sera pour la prochaine conférence l'année prochaine, mais c'est ce que je ressens aujourd'hui. Je sens que le parcours résidentiel, ce qu'on appelle le parcours résidentiel, c'est que ce jeune-là de 25 ans qui achète son T2 à Hydron, ben, il se projette d'abord pour lui. Ça, c'est un vrai changement. Ouais. J'allais à ça, tout voilà. à fait. Il ne se projette plus par rapport au couple, par rapport au fait qu'il aura des enfants. Il se projette pour lui uniquement. Et dans le parcours résidentiel, ensuite, ben, ça fera le bonheur de nos amis agents immobiliers. Cet appartement qu'il nous a acheté, peut-être que dans 10 ans, quand il aura 35 ans, il le mettra en location. Et puis, il ira louer ou acheter un appartement, une petite maison, une maison, parce qu'il aura agrandi son foyer. Et ensuite, on vient à ce qui a été évoqué précédemment, c'est dans l'évolution de la vie, le parcours résidentiel, eh bien, il y aura encore une autre étape qui viendra plus tard. Mais dans la recherche aujourd'hui, je dirais que ça se positionne sur de l'acquisition pour soi, toujours une idée d'avoir un appartement suffisamment confortable pour avoir un espace pour travailler. Et puis ensuite, je ne sais plus qu'est-ce que je disais juste avant, mais voilà les évolutions et l'environnement. Voilà, et l'environnement et la sensibilité à l'énergie et à l'environnement. Voilà les 3 points que je cernerai par rapport à ça. Vous partagez, Nelly? Je partage. Alors, on a des cibles clients un peu différentes. Bien sûr. Et du coup, pour nous, c'est clair que la surface est importante, tout ce qui est compact est important. Et nous, la petite pièce en plus, est peut-être aussi pour la famille monoparentale qui va accueillir son enfant une semaine sur 2, tous les 15 jours. Donc, il faut vraiment, les surfaces, c'est très important. Il faut pouvoir adapter le logement à l'évolution de la société. Olivier, c'est aussi le cas dans ce qu'on fait, ces fameuses rénovations dont vous assistiez tout à l'heure sur le parc. Vous tenez compte de ces évolutions dans la façon de vivre à l'intérieur, pas que la qualité thermique, etc., etc. Oui, puis je pense que ce qui a changé vraiment depuis 10 ans, c'est la perception des gens de vivre en ville.
aussi, parce que la ville, C'est vrai. c'est notamment Pau, enfin l'aglo, mais principalement la capitale de l'aglo, c'est Pau. Et les investissements qui ont été réalisés, les gens ont plus envie de venir aussi habiter en centre-ville qu'on n'avait pas il y a quelques années. Et donc cet attrait aussi est important. On le voit aussi dans le plan mobilité, le succès d'Idélis avec les vélos, etc. Tout ça, ça a beaucoup changé aussi l'envie des gens de venir en centre-ville, d'y habiter aussi avec les transformations qui ont eu lieu, quartier, équipements publics, mais aussi les rénovations de façades qui ont été engagées aussi par les promoteurs ou les bailleurs privés. Donc tout ça, ça participe aussi à un engouement qu'on n'avait pas il y a une dizaine d'années. Donc moi, c'était surtout cet attrait pour le centre-ville qui, pour moi, est important. Et Isabelle, de la façon dont équilibrer un centre-ville d'une agglomération comme Pau, et puis ces communes beaucoup plus petites, ces centres-bourgs qui font partie aussi de l'agglomération, il y a de nouvelles attentes, de nouveaux équilibrages à trouver pour harmoniser une politique publique, quels que soient les élus, qu'ils soient anciens, nouveaux. De la même façon que je disais, il faut marcher sur deux jambes, réhabiliter et construire. Il faut penser le centre-ville, mais penser les petites communes également. Je pense que les stratégies résidentielles sont plurielles. Donc il faut savoir répondre à ceux qui ont envie de vivre en ville pour être proche de l'ensemble des aménités, mais d'autres qui ont les moyens et qui ont aussi envie de vivre à la campagne. Mais tout ça juste dans une logique un peu de répondre à l'équilibre du territoire et ne pas déstabiliser justement l'armature urbaine telle qu'elle est aujourd'hui posée. Merci beaucoup pour tous ces sujets et ceux que vous retrouvez dans le supplément. Je vous renvoie aux différents articles, évidemment ceux du moment à l'occasion de ce supplément immobilier, mais ceux que les 3 quotidiens du Béarn, La République et Éclair Sud-Ouest commettent tout au long de l'année, en particulier en écho de ces acteurs du quotidien, de ces forces vives du quotidien qui nous ont accompagnés et que vous applaudissez. Merci beaucoup.